Donc on va commencer par parler de l'ensemble des voies digestives, la partie la plus haute, donc ce qu'on appelle les voies aérodigestives supérieures. Donc comme toujours, on commence par un petit peu de vocabulaire et essentiellement donc cette partie qu'on appelle le pharynx. Vous savez que le pharynx, c'est un conduit musculo-membraneux qui s'étend sur toute la partie postérieure de la face. Vous avez ici une coupe sagittale médiane des cavités de la face, les cavités nasales en haut, la cavité buccale en bas, entre les deux le palais. Et derrière, vous avez la colonne vertébrale cervicale, sous la base du crâne. Ici, c'est le sphénoïde. Et sous la base du crâne, vous avez ici la première vertèbre cervicale, donc l'atlas. Puis ensuite, vous avez l'axis avec sa dent, et puis les différentes vertèbres cervicales. Et devant cette colonne cervicale, il y a un conduit musculo-membraneux unique qui s'appelle le pharynx, qui reçoit en fait les cavités annexées en avant. C'est pour ça qu'on lui décrit trois parties. Le nasopharynx en vert ici, qui est derrière la fosse nasale, l'oropharynx en orange ici, qui est derrière la cavité buccale, et le laryngopharynx ou hypopharynx qui est en bas, qui est en fait le carrefour aérodigestif. Donc nous, ce qui concerne la partie supérieure des voies digestives, c'est la cavité buccale. La cavité buccale qui comprend donc les arcades dentaires supérieures et inférieures, l'énorme massif musculaire de la langue, qui est fait de 17 muscles différents. Et derrière cette langue, l'oropharynx, qui tout de suite est remarqué par ce qu'on appelle la tonsille, c'est-à-dire l'amygdale palatine, qui est un premier organisme de défense contre l'infection. Donc la voie véritablement digestive commence à l'oropharynx, qui est encore une voie aérodigestive, puis ensuite à l'hypopharynx en arrière du larynx. Ce qui est la meilleure façon de comprendre le larynx, c'est de comprendre l'ensemble du larynx et du pharynx, c'est de le voir par en arrière. Et c'est cette vue ici, comme si on était à la place de la colonne vertébrale, qui consiste à regarder en fait les trois étages par en arrière. Donc on a ici en haut, on voit en fuite les deux fosses nasales, et donc on est au niveau de l'étage du nasopharynx. Et la jonction entre la fosse nasale et le nasopharynx, c'est ce qu'on appelle les choanes. Il y a une choane de chaque côté, puisqu'entre les deux, il y a la cloison nasale. Et vous voyez qu'on voit dans ces fosses nasales les cornets qui font saillie, recouverts de muqueuses. Puis ensuite, on a le palais. Et sous le palais, on entre donc dans la deuxième partie du pharynx, qui est celle qui nous concerne, c'est-à-dire l'oropharynx. Et vous voyez ici donc le massif de la langue avec le V lingual, formé de ces 9 papilles caliciformes qui fait la jonction entre la langue mobile et la langue fixe. La langue fixe ici, avec derrière la langue fixe le relief des deux tonsilles palatines. Et c'est à cet endroit-là qu'on arrive au niveau du laryngopharynx, c'est-à-dire qu'on voit vraiment se séparer les voies digestives et la voie aérienne. La voie aérienne en avant, qui est ce qu'on appelle la glotte, en fait, qui est le relief de la muqueuse recouvert par l'épiglotte en avant. Et puis ici, les aryténoïdes, qui sont les reliefs des cordes vocales, des plis vocaux en arrière. Et ceci forme ce qu'on appelle la margelle laryngée, c'est-à-dire la limite de la glotte, l'entrée dans la filière aérienne. La séparation entre la filière aérienne, larynx puis trachée en dessous, et la filière digestive, hypopharynx et œsophage, ici ouvert en dessous. Et il y a de chaque côté de cet espace laryngé, il y a deux dépressions qui sont les sinus piriformes. Et ces sinus piriformes appartiennent à l'hypopharynx. C'est l'endroit où se développe préférentiellement le cancer du larynx. Donc voilà ce qu'il faut simplement vous rappeler sur la partie tout à fait haute et la partie céphalique de ces voies dites aérodigestives. Maintenant, on entre à partir du niveau vertébral C6, on entre dans la véritable filière digestive par ce qu'on appelle l'œsophage. L'œsophage, c'est un conduit simple
qui va conduire le bol alimentaire jusqu'à l'estomac et qui donc doit traverser 3 régions. L'œsophage commence au niveau du cou, il traverse le thorax et il se finit dans l'abdomen. Au niveau du cou, l'œsophage commence à la suite de l'hypopharynx à hauteur de la 6e vertèbre cervicale. Et je vous rappelle que le cou se termine au niveau de l'orifice crânial du thorax qui se projette sur T2. Ici, on voit le relief des 2 clavicules et entre les 2 clavicules, le bord supérieur du manubrium sternal qui correspond à cette dépression qu'on appelle l'incisure jugulaire. Incisure jugulaire se projette directement au regard de T2, de la 2e vertèbre thoracique. Donc la partie cervicale de l'œsophage est comprise entre C6 et T2. Puis, donc, au niveau de T2, c'est l'orifice crânial du thorax, donc l'œsophage devient thoracique, et il va sortir du thorax à hauteur de la 10e vertèbre thoracique, c'est-à-dire au niveau du diaphragme. On y reviendra dans un instant. Donc, entre T2 et T10, l'œsophage est thoracique, et il est situé dans cette région qu'on appelle le médiastin postérieur. Vous savez que le thorax, c'est très simple, hein. Il y a une région médiane, médiastin, et 2 régions latérales, les gouttières pleuropulmonaires, les fosses pleuropulmonaires pour chacun des poumons. Et donc le médiastin, il est divisé en 2 par l'arbre trachéobronchique. En avant, c'est le médiastin antérieur, en arrière, c'est le médiastin postérieur. L'œsophage thoracique est la clé du médiastin postérieur, c'est-à-dire qu'il est vraiment le long de la colonne vertébrale en arrière. Il traverse le diaphragme à hauteur de T10 et devient abdominal. Et il reste 3 ou 4 cm d'œsophage abdominal avant d'entrer dans l'estomac. Et ces 3 ou 4 cm d'œsophage abdominal, même s'ils ne sont pas très longs, jouent un rôle très important en clinique, puisqu'ils s'opposent au reflux du liquide acide de l'estomac. Vous savez que l'estomac, on va y revenir dans un instant, sécrète un liquide très acide pour la digestion. Et ce liquide, il est bien toléré dans l'estomac parce que la paroi est très épaisse, mais il est très mal toléré dans l'œsophage parce que la paroi est très fine. Donc il y a des différents éléments qui évitent le reflux gastro-œsophagien. Le reflux gastro-œsophagien peut être physiologique dans certaines situations. Vous savez tous qu'en fin de soirée, quand vous avez un peu bu, ça brûle un peu. C'est parce que le liquide acide remonte un petit peu. Heureusement, ça n'arrive pas trop souvent, parce que ce reflux d'acidité peut abîmer la muqueuse de l'œsophage. Et un des éléments qui lutte contre ce reflux, c'est l'existence de ces 4 cm d'œsophage abdominal. Parce qu'en fait, la partie abdominale de l'œsophage est soumise à la pression positive de l'abdomen. Alors que l'œsophage thoracique, lui, il est dans le thorax, c'est-à-dire dans la plèvre, donc dans une pression négative. Donc spontanément, le liquide acide devrait aller du plus vers le moins, c'est-à-dire devrait remonter. Heureusement, ça n'arrive pas souvent parce qu'il y a ces 4 cm d'œsophage abdominal qui sont soumis à la pression positive de l'abdomen, pression positive qui est à la fois due aux muscles abdominaux, dont on parlera dans le 2e cours, mais aussi à la présence du foie, le foie qui repose sur cet œsophage abdominal juste à la partie supérieure. Donc il y a un ensemble de mécanismes qui font que la jonction entre l'œsophage et l'abdomen est le siège d'une valve anti-reflux gastro-œsophagien. Et vous apprendrez donc sur le plan pathologique qu'il y a des situations dans lesquelles ce reflux devient pathologique et gênant parce que quotidien. Donc 3 parties à l'œsophage. Œsophage cervical dans le cou C6 à T2, thoracique entre T2 et T10, et puis les 4 cm d'œsophage abdominal qui sont essentiels à la lutte contre le reflux gastro-œsophagien. Alors, venons-en vraiment maintenant à l'élément essentiel de ce cours que constitue l'estomac. Vous savez que l'estomac, c'est une poche, que cette poche joue un rôle essentiel dans la digestion, à la fois mécanique et chimique. Digestion mécanique parce que, comme on le verra dans un instant, la paroi de l'œsophage est musculaire.
et donc les contractions de cet estomac vont aboutir à une fragmentation du bol alimentaire, donc ça c'est la digestion mécanique, et puis par la sécrétion d'acide chlorhydrique, par les cellules principales du corps de l'estomac, cette sécrétion d'acide chlorhydrique assure une partie de la digestion chimique du bol alimentaire. Alors l'estomac, il est dans un plan frontal, c'est-à-dire qu'on lui décrit donc une face antérieure et une face postérieure. Et ce qui est assez particulier, c'est que donc il y a un bord droit et un bord gauche qui n'ont pas du tout la même longueur. Le bord droit, je vous rappelle qu'on décrit toujours les organes par rapport à la position anatomique de référence. Donc le bord droit, il est à la gauche de ce que je vous montre, puisqu'on est en face. Le bord droit, c'est celui-là. Il est très court. C'est pour ça qu'on l'appelle la petite courbure gastrique. Et le bord gauche, il est beaucoup plus long. C'est ce qu'on appelle la grande courbure gastrique. Et ce qu'il faut d'emblée retenir, c'est que cet estomac a grossièrement la forme d'un J, c'est-à-dire qu'il a une grande partie verticale et une petite partie horizontale. La grande partie verticale est divisée en deux parties. Une partie qui remonte au-dessus du niveau de l'œsophage, c'est ce qu'on appelle le fondus gastrique, et puis une partie qui est en dessous qui s'appelle le corps. Le fondus gastrique est au-dessus du niveau de la jonction ésogastrique. La jonction ésogastrique s'appelle le cardia, et au-dessus, vous avez ici cette partie qui s'amplifie, qui s'appelle le fondus. En fait, elle est bien connue des radiologues, parce que quand vous avalez des aliments, vous avalez de l'air. Et l'air, il va remonter, et il va venir se placer au niveau de ce fondus, pour former ce que les radiologues appellent la poche à air gastrique, qu'on voit très bien sur un cliché simple, qui correspond en fait à l'endroit où l'air vient s'accumuler à la partie supérieure. C'est ce qu'on appelle le fondus. Ensuite, le corps, c'est la plus grande partie verticale de l'estomac. C'est là où se trouve le maximum de cellules principales sécrétant l'acide chlorhydrique. Et puis ensuite, vous avez une deuxième partie de l'estomac qui, elle, est horizontale, juste avant la terminaison. La terminaison, c'est ce qu'on appelle le pylore, qui est en fait un muscle sphinctérien, on va y revenir dans un instant. Et avant le pylore, c'est l'antre. La partie horizontale, c'est l'antre. Cet ensemble anthropylorique joue un rôle dans la vidange, c'est-à-dire que les aliments qui arrivent par l'œsophage vont rester dans l'estomac pour subir la digestion mécanique et chimique. Et quand cette digestion sera réalisée, ils sont stockés dans l'antre avant d'être évacués vers l'intestin grêle, vers ce qu'on appelle le duodénum, qui est la première partie de l'intestin grêle. Ce mécanisme de vidange se fait par l'intermédiaire du muscle du pylore. Dans un instant, je vais vous reparler un peu de la paroi gastrique. Dans la paroi gastrique, il y a une couche musculeuse. Dans cette couche musculeuse, il y a une couche circulaire. Et le pylore est une hypertrophie de la partie circulaire interne de la musculeuse qui fait un sphincter. Et ce sphincter, il est fermé en permanence, sauf au moment où le bol alimentaire va passer pour aller vers le duodénum. Donc il y a un mécanisme de stockage du bol alimentaire dans l'antre, puis ensuite d'ouverture du pylore et de vidange anthropylorique. Et une fois que le bol alimentaire sort, il va donc entrer dans l'intestin grêle, la partie initiale de l'intestin grêle qui s'appelle le duodénum. Le duodénum, on y reviendra dans un des cours suivants, le duodénum est formé de 4 parties qui entourent la tête du pancréas. Vous avez une première partie du duodénum qui est immédiatement après le pylore et qui est assez courte, qu'on appelle le D1. Ensuite, le duodénum descend verticalement, c'est la deuxième partie D2. La troisième partie il redevient horizontale, c'est D3. Il remonte ensuite un petit peu, c'est D4, avant de donner naissance au jéjunum, c'est-à-dire à l'intestin grêle mobile, qui fera aussi l'objet d'un cours à la fin de cette semaine. Donc voilà les 4 premières parties de l'intestin grêle qui forment donc le cadre duodénal, grossièrement une forme de C qui entoure la tête du pancréas.
Alors, un mot sur la paroi. Tout ce qui concerne le tube digestif, et vous aurez l'occasion de le revoir sur d'autres cours, tout ce qui concerne le tube digestif, la paroi comporte toujours 4 parties, la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et la séreuse, c'est-à-dire le péritoine. La muqueuse donc est variable en fonction des endroits du tube digestif, ce qui est assez particulier.